Le thème 2 du programme d'options nous amène à nous intéresser à la notion de puissance et sa traduction dans l'histoire, dans l'espace, à travers les puissances des États, qui sont des puissances. Quelques exemples. Donc, quelles sont les caractéristiques, les dynamiques de la notion de puissance et des puissances? On peut débuter par la définition de la notion de puissance et revenir à l'étymologie, qui est une étymologie latine que l'on partage avec l'anglais power, puissance, power, même étymologie. Ça signifie la capacité à. Capacité à faire quoi? Suivons les travaux pionniers de Raymond Aron, repris par le politiste Serge Sur dans son manuel de relations internationales en 2000. La puissance est définie comme une capacité de faire faire, d'empêcher de faire et de refuser de faire. Si on prend ces 4 éléments, d'abord la capacité de faire, ça renvoie au pouvoir, au sens strict. La capacité de faire renvoie à l'influence. La capacité d'empêcher de faire renvoie à l'usage de la force. Et la capacité à refuser de faire renvoie à l'indépendance. Si bien que la puissance est à la croisée du pouvoir, de l'influence, de l'indépendance et de la force. Historiquement, la puissance se définissait comme une capacité de contrainte. Si on remonte jusqu'au XIXe siècle et aux travaux de Clausewitz, le général prussien Clausewitz, la puissance était présentée comme la capacité de terrasser l'ennemi. On se place là dans une lignée ancienne. Les premiers auteurs, penseurs à avoir réfléchi à la puissance, dans l'Antiquité, Thucydide, à l'époque moderne, Machiavel ou Hobbes, ont toujours présenté la puissance comme la capacité pour un État de contraindre un autre État. Et d'une certaine manière, donc dans la lignée de Clausewitz, l'utilisation de la force armée, de la guerre, ce que Joseph Nye, on va le voir, appelle le hard power, une dimension du hard power, c'est la manière classique d'exercer la puissance. La puissance s'inscrit donc dans des rapports de force entre des États. Ce sont les États qui sont principalement dépositaires de la puissance. Et la guerre est d'une certaine manière la continuation d'une politique de puissance par d'autres moyens. La meilleure métaphore pour résumer la chose, cette définition ancienne de la puissance, on la doit à Bertrand Bady, qui, dans un monde obésien, caractérisé par les appétits de puissance, la volonté de puissance, les relations internationales sont comparées à une arène dans laquelle les États gladiateurs combattent jusqu'à la mort. C'est ainsi sur ce postulat qu'est née, après 1945, l'école réaliste dans les relations internationales, dominée par la figure de Hans Morgenthau ou de Raymond Aron, qui voit les États comme les principaux dépositaires de la puissance dans des relations de force. C'est aussi le postulat de la nouvelle école néo-réaliste des relations internationales qui se développe à partir des années 1970-1980, marquée par la figure de Kenneth Waltz. La différence étant, la période a changé, le contexte a changé. À l'époque des réalistes, il s'agit d'une politique de puissance offensive, typique de la période de guerre et de guerre froide, et pour le monde post-guerre froide, Waltz postule davantage une politique de défense, de force défensive. Pour le reste, la logique est à peu près la même. Cette logique tend à être remise en cause, on va le voir dans le grand 2, à partir de la fin de la guerre froide et de l'avènement de notre mondialisation contemporaine, une mondialisation qui est faite d'interconnexions de plus en plus grandes entre les États, d'interdépendance entre eux, notamment sur le plan économique, qui vont les amener à changer l'exercice de la puissance en profondeur. D'autant plus, comme l'explique Bertrand Bady, qu'émergent d'autres acteurs, des acteurs non étatiques, qui prennent des parcelles de puissance, arrachent des petites parcelles de puissance, ce qui va amener à brouiller le jeu international et les rapports de pouvoir dans le monde. Comme facteur d'évolution, il faut ajouter aussi le fait que la guerre évolue. On est toujours dans un cadre de dissuasion nucléaire. Les arsenaux militaires des différents États rendent de plus en plus improbables les guerres entre grands États, entre blocs d'États. Ainsi, une partie des affrontements tendent à se déplacer sur le terrain économique, davantage que militaire. De plus, dans le cadre de la mondialisation, donc, des acteurs non étatiques
par exemple des grandes entreprises multinationales, transnationales, l'influence des marchés d'une manière plus générale, des acteurs privés qui peuvent être également des organisations non gouvernementales, des collectifs d'ONG, des collectifs, des syndicats, on peut évoquer aussi des églises, des groupes individuels se constituent également dans une optique de criminalité organisée, ou des groupes combattants, des groupes séparatistes, tout ce qui relève aussi du djihadisme transnational à travers des groupes comme Al-Qaïda, comme Daesh. Tout ça, ce sont des acteurs pas complètement nouveaux dans les relations internationales, mais qui s'imposent du fait de la mondialisation et aussi parce qu'une partie des rapports de puissance se déroule maintenant dans le cyberespace et que Internet a un pouvoir égalisateur sur les différents acteurs des relations internationales. C'est ainsi qu'une école dite libérale ou transnationaliste s'oppose à l'école néo-réaliste. Elle est animée par des Américains comme Keohane ou Nye, qui expliquent qu'une partie du hard power, en réalité, se transforme en soft power, une capacité d'influencer, de séduire, d'attirer, on y reviendra, qui n'est pas uniquement aux mains des États, et qui va un petit peu diluer la puissance, multiplier les acteurs de puissance. Ce qui est très important dans la pensée de Keohane et Nye, ce sont les interdépendances multiples qui existent entre tous ces acteurs et qui vident de plus en plus de son sens la notion d'hégémonie, de recherche d'hégémonie. Si bien qu'on débouche sur un environnement international, un environnement de puissance beaucoup plus complexe. On est moins dans le rapport de force que dans les interrelations, les interactions. Face à cela, les États peuvent se trouver débordés par des acteurs non étatiques qui peuvent les défier. Je pense à Al-Qaïda et Daesh vis-à-vis des pays occidentaux. Les États ont beaucoup plus de mal à remporter des guerres qui deviennent de plus en plus des guerres asymétriques et des guerres hybrides. Et leur grande supériorité technologique et militaire, qui était décisive du temps de Clausewitz au XIXe siècle, devient beaucoup moins efficace, voire contre-productive. On pensera par exemple à la manière dont les États-Unis, quoique gagnant la guerre en Irak, ont perdu une grande partie de leur image, de leur soft power, à l'époque de l'occupation de l'Irak, qui a provoqué une guerre civile, des affrontements multiples, et dont les Américains sont sortis en 2011 sans avoir réussi à pacifier le pays qu'ils avaient fait entrer en guerre. Pour faire le tri parmi toutes les analyses de la puissance qui existent, en particulier aux États-Unis, on peut proposer une typologie d'ensemble qui vous permettra de faire vos dissertations, de problématiser. Il s'agit déjà de la différence entre le hard et le soft power qui a été proposé par Joseph Nye dès le début des années 1990. Il explique que la puissance a deux faces qui sont complémentaires. Le hard power relève de toute la politique de contrainte qu'un État peut imposer à un autre ou un groupe d'États, contrainte qui peut passer par la force ou par la menace. Pour lui, cette forme de pouvoir, sans disparaître, est supplantée désormais par le soft power, qui est donc une puissance plus feutrée, plus douce, plus subjective, qui relève davantage d'une capacité d'attraction, de séduction, de persuasion, qui ne passe pas uniquement par la culture, qui peut passer aussi par la diplomatie économique, par, d'une certaine manière aussi l'armée, on peut le prouver. Par exemple, la Chine se veut dépositaire aujourd'hui d'un soft power, par opposition au leadership brutal des États-Unis. Au cœur de ce soft power, il y a la culture, il y a la multiplication des instituts Confucius, par exemple, dans le monde, qui sont plus de 500. Il y a aussi une diplomatie économique, qui porte, par exemple, sur le projet des routes de la soie, censé s'étendre dans toute l'Eurasie. Les Américains, eux, sont dépositaires de beaucoup d'éléments d'influence, de hard et de soft power. Par exemple, un aspect militaire du soft power serait que l'image des États-Unis est très bonne en Asie du Sud-Est et de l'Est plus globalement, justement parce qu'ils ont des bases militaires dans la région. Donc on peut penser que c'est du hard power, mais ces bases militaires rassurent les pays qui se méfient de la Chine. Ça présente pour eux une sorte de protection.
non seulement la Corée du Sud et le Japon, mais aussi Taïwan et les pays de l'ASEAN, qui voient dans les États-Unis une sorte de modèle et un allié, hein, donc ce qui est en fait à mi-chemin entre le hard power et le soft power. Si bien, comme le dit Nye, que la frontière entre les deux est poreuse, hein, et pas si évidente qu'on pourrait le penser. Ce sont deux faces complémentaires. Lorsque ces deux faces complémentaires s'adaptent bien aux circonstances, hein, et que le pays est capable d'user de l'un ou de l'autre, voire des deux ensemble, en fonction du contexte, on va parler de smart power. Plus que pouvoir intelligent, c'est plutôt un pouvoir rusé, un pouvoir pragmatique, hein, qui s'adapte aux circonstances, qui utilise les bons outils. Et dans l'esprit des Américains, puisque c'est à l'époque d'Obama et d'Hillary Clinton qu'on a voulu développer ce smart power par opposition au hard power de Bush dans les guerres d'Afghanistan et d'Irak, il s'agit aussi de s'appuyer sur des organisations internationales et de partager le fardeau de la puissance, quand c'est possible, avec des alliés. Troisième élément, on doit à Susan Strange une analyse à travers les structures, la capacité d'une puissance dans le monde à forger les structures de l'environnement international. C'est une analyse que vous devez connaître parce qu'elle est très stimulante, hein. Susan Strange, dans les années 1990, essaye de démontrer que dans l'après-guerre froide, la puissance des États-Unis est complète et globale, hein, tout en étant mondiale, et qu'elle ne se limite pas qu'à l'armée, à la diplomatie. Pour elle, il y a 4 grands domaines de structure où une puissance révèle son influence, hein, sa force. Il y a le domaine de la sécurité, là on est d'accord, tout ce qui relève du militaire et de la diplomatie, mais elle évoque 4 autres domaines, la production, l'innovation et les finances, et le financement. Peut-être sa formation d'économiste l'influence, mais il faut rappeler que dans l'après-guerre froide, on est dans un monde qui est désormais dominé par l'économie, hein, par l'économisme ambiant, qui l'emporte sur le politique. Donc il y a toutes ces dimensions-là, en particulier le financement, l'innovation, en plus de la production, qui font une puissance globale. Plus récemment, en 2017, 2 analystes américains, Walker et Ludwig, ont proposé dans Foreign Affairs une nouvelle approche de la puissance adaptée aux hautes technologies, à l'Internet, au cyberespace. Ils évoquent le sharp power, c'est-à-dire le pouvoir piquant, le pouvoir tranchant, qui est à la disposition de cyberpuissances, des États qui sont des superpuissances. Ils pensent en particulier à la Russie et à la Chine, qui utilisent Internet dans une puissance à la fois offensive, qui relèverait du hard power, mais aussi dans une optique de séduction, de propagande, ce qui relèverait davantage du soft power. C'est ainsi que ces auteurs analysent les récentes cyberattaques perpétrées par la Chine, la Russie ou même la Corée du Nord contre les États-Unis. Là, ça relève du sharp power dans sa version offensive. Et parallèlement, en complément, toute la propagande qui peut être développée, notamment autour des chaînes de télévision comme Russia Today pour la Russie, propagande favorable à l'État russe ou à l'État chinois, favorable aux valeurs de ces États, relève également du sharp power. Donc il y a les deux faces, hein. Nye a pu s'interroger sur la nouveauté de ces analyses, hein, parce que finalement on en revient toujours à articuler d'un côté la contrainte, de l'autre plutôt la séduction. Ainsi, au cours des 19e et 20e et jusqu'à aujourd'hui, la puissance a évolué, le sens de la puissance a évolué. On a glissé d'un sens vraiment matériel, portant essentiellement sur la force de l'armée, hein, qui relève aussi de la démographie, du territoire, hein, donc des critères objectifs, vers des critères beaucoup plus subjectifs, beaucoup plus immatériels, notamment dans l'après-guerre froide. C'est ainsi qu'on a glissé globalement du hard power au soft power, si on reprend la typologie très pratique de Joseph Nye, hein. Mais il faut éviter de opposer les deux, de séparer les deux. La puissance est un tout et il existe de nombreux leviers de cette puissance. Les plus grandes puissances du monde sont capables justement de jouer sur ces différents leviers, à la fois le diplomatique et le militaire, l'économique et le technologique, également le culturel qui en découle.